et diplomatique vient d'ébranler le monde. 400 soldats américains déployés en soutien aux opérations de l'OTAN en Ukraine ont été piégés dans une embuscade massive et capturés par les forces russes. Cet épisode, qui restera sans doute comme l'un des plus spectaculaires et humiliants revers pour l'armée américaine depuis des décennies, bouleverse non seulement le cours du conflit, mais aussi les équilibres internationaux. Washington est en état de choc, Moscou exulte et l'Europe retient son souffle face aux conséquences incalculables d'un tel désastre. Selon les premiers rapports, les troupes américaines se déplaçaient en colonne dans une zone forestière de l'Est ukrainien, réputée pour être un secteur instable et surveillé de près par les drones russes. La mission de ces soldats, présentée officiellement comme une mission de conseil et d'appui, semble avoir été en réalité bien plus active. Pris au piège, encerclés par des blindés et des unités d'infanterie russes, ils n'auraient eu aucune chance de se replier. Des frappes d'artillerie ont coupé leurs lignes de communication et détruit leurs véhicules de soutien. Au bout de plusieurs heures de combats acharnés, isolés, sans renfort et à court de munitions, les Américains ont dû se rendre. À Moscou, la nouvelle est célébrée comme une victoire historique. Les médias d'État diffusent déjà des images montrant des soldats américains désarmés, encadrés par des militaires russes, masqués et lourdement armés. C'est la preuve que l'Occident n'a plus aucune main mise sur ce conflit, déclare le porte-parole du ministère de la Défense russe. Le Kremlin parle d'une opération exemplaire, affirmant que la capture de ces troupes démontre l'incapacité des États-Unis à protéger leurs propres hommes. À Washington, c'est la consternation. Le Pentagone confirme la perte de contact avec une unité de 400 soldats, mais refuse de reconnaître officiellement leur capture, évoquant des informations en cours de vérification. Derrière les portes closes, la panique est palpable. Jamais, depuis la guerre du Vietnam, un si grand nombre de soldats américains n'avaient été capturés en une seule opération. Donald Trump, furieux, a dénoncé une défaillance colossale du commandement et a promis que chaque Américain captif sera libéré, quel qu'en soit le prix. Cette embuscade pose une question brûlante. Que faisaient ces soldats américains dans une zone aussi exposée? Officiellement, Washington nie toute présence offensive et insiste sur le rôle d'instructeur ou de conseiller technique. Mais pour Moscou, il s'agit d'une preuve irréfutable de l'implication directe des États-Unis dans le conflit. Voilà la vérité que l'Occident voulait cacher. Ces soldats combattent aux côtés des Ukrainiens, affirme un général russe devant les caméras. En Ukraine, la nouvelle a un effet dévastateur. Zelensky, dans un discours nocturne, a parlé d'un jour sombre pour la liberté et a dénoncé une nouvelle preuve de la brutalité russe. Mais en coulisses, les responsables ukrainiens s'inquiètent. La capture de soldats américains pourrait inciter Washington à revoir son engagement ou au contraire pousser à une escalade incontrôlable. Pour les soldats ukrainiens sur le terrain, l'épisode est une arme psychologique terrible. Si même les Américains peuvent être piégés et capturés, quel espoir reste-t-il pour eux ? Au sein de l'OTAN, la fracture s'approfondit. Certains alliés, comme la Pologne et les pays baltes, réclament une réponse militaire immédiate. L'humiliation américaine est l'humiliation de l'alliance entière, martèle un ministre polonais. Mais en Allemagne et en Italie, on redoute une escalade qui plongerait l'Europe dans une guerre totale. Le débat fait rage. Faut-il riposter et risquer l'affrontement direct avec Moscou ou chercher à négocier la libération des prisonniers au prix de... Les familles des soldats captifs aux États-Unis expriment leur angoisse et leur colère. Des manifestations éclatent devant le Capitole, réclamant le retour immédiat des prisonniers et dénonçant une guerre qui ne dit pas son nom. Les médias américains diffusent en boucle les images de leurs compatriotes enchaînés, alimentant un sentiment d'humiliation nationale. Pour l'opinion publique, la capture massive des soldats devient un traumatisme collectif. Les marchés financiers ne sont pas épargnés. Le dollar chute face à l'euro et au yuan, les bourses américaines s'effondrent et les investisseurs se réfugient vers l'or. Le pétrole grimpe en flèche, alimenté par la crainte d'une escalade majeure entre Washington et Moscou. Les compagnies aériennes annulent des vols transatlantiques et la peur d'un embrasement global gagne les milieux économiques. Cet épisode constitue un tournant. La capture de 400 soldats américains par la Russie ne se limite pas à un revers militaire. Elle fragilise la crédibilité des États-Unis, met l'OTAN face à ses contradictions et redonne à Moscou une position de force inédite. Elle pose une question simple mais redoutable.
L'Amérique acceptera-t-elle cette humiliation ou choisira-t-elle la voie de la riposte au risque d'entraîner le monde dans une confrontation ouverte et totale? L'image de ces 400 hommes, désarmés et captifs, restera dans l'histoire comme un symbole de la vulnérabilité américaine et de la brutalité d'une guerre qui ne cesse de s'intensifier. Chaque décision prise dans les prochaines heures et les prochains jours pourrait sceller l'avenir non seulement de l'Ukraine, mais de l'ordre mondial tout entier. Les jours qui suivent cette embuscade aux conséquences titanesques montrent à quel point l'événement dépasse largement le champ militaire. La capture de 400 soldats américains par les forces russes devient un choc psychologique pour l'Occident, un outil de propagande pour Moscou et un signal d'alerte pour les pays du monde entier. L'affaire prend désormais les allures d'un séisme mondial où diplomatie, économie et stratégie se mêlent dans une spirale explosive. En Russie, les images des prisonniers américains circulent en boucle sur toutes les chaînes. Les captifs apparaissent assis, sous surveillance armée, certains blessés mais soignés par des médecins militaires russes. La mise en scène est claire, démontrer que la Russie non seulement a humilié l'ennemi, mais qu'elle le contrôle totalement. Les commentateurs proches du Kremlin parlent d'un tournant de l'histoire moderne, comparant cette capture à Stalingrad et affirmant que la légende de l'invincibilité américaine est morte dans les plaines d'Ukraine. Vladimir Poutine, dans un discours triomphant, déclare que jamais depuis la Seconde Guerre mondiale les États-Unis n'avaient connu un tel désastre. Il promet que les prisonniers seront traités selon les conventions internationales, mais souligne qu'ils représentent un levier colossal dans toute future négociation. Moscou laisse déjà entendre que leur libération pourrait être conditionnée à la levée de certaines sanctions, à un retrait d'armes occidentales ou à une reconnaissance territoriale des conquêtes russes. Aux États-Unis, l'affaire provoque une onde de choc comparable à celle du 11 septembre. Les images de soldats captifs, diffusées à la télévision, déclenchent un sentiment d'humiliation nationale. Des manifestations éclatent dans plusieurs grandes villes où des milliers de familles brandissent des pancartes exigeant le retour de leurs proches. Le Congrès est sous pression. Les républicains accusent l'administration d'avoir abandonné ses troupes, tandis que les démocrates modérés appellent à une désescalade pour éviter un bain de sang supplémentaire. Donald Trump, dans une allocution solennelle, promet une vengeance historique, mais reste évasif sur la manière de procéder. Ses conseillers militaires proposent plusieurs options. Intensifier les livraisons d'armes à l'Ukraine, lancer des frappes de représailles sur des positions russes ou ouvrir une négociation secrète avec Moscou. Chaque option comporte des risques considérables. L'escalade pourrait mener à un affrontement nucléaire, tandis que la négociation serait perçue comme une capitulation. Pour Kiev, l'événement est une tragédie et une opportunité. Zelensky dénonce un crime contre l'humanité et appelle à un sursaut occidental. Mais en coulisses, ses conseillers redoutent que Washington, affaibli et humilié, choisisse de se retirer plutôt que d'approfondir son engagement. La perte de 400 soldats américains fragilise l'image d'un soutien inébranlable et laisse planer la menace d'un isolement croissant. Les soldats ukrainiens sur le front sont démoralisés. Beaucoup voient dans cette capture la preuve que même les forces les mieux équipées peuvent être piégées par la stratégie russe. Les vidéos des prisonniers circulent parmi les troupes, minant le moral et alimentant un sentiment de vulnérabilité. En Chine, l'affaire est analysée avec froideur. Les médias officiels y voient la preuve que l'équilibre des forces mondiales bascule vers l'Est. Pékin, tout en appelant à la retenue, observe avec satisfaction l'affaiblissement américain. L'Iran célèbre ouvertement la victoire de la Russie et l'humiliation de son ennemi historique. Dans plusieurs pays d'Afrique et d'Amérique latine, les éditoriaux insistent sur l'échec de l'Occident arrogant et appellent à un nouvel ordre mondial libéré de la domination américaine. Les Nations Unies, de leur côté, expriment une inquiétude croissante. Le secrétaire général appelle à une médiation urgente, craignant que les marchés financiers continuent de plonger. Le pétrole dépasse les 140 $ le baril, le gaz flambe en Europe et l'or atteint des records historiques. Les grandes bourses mondiales enregistrent des pertes massives, tandis que les compagnies d'assurance et les transporteurs suspendent leurs activités dans la région. Le climat économique mondial devient plus instable que jamais. Aux États-Unis, l'opinion publique est secouée. La capture des soldats devient un traumatisme collectif, ravivant le souvenir des otages de Téhéran en 1979 ou des pertes de la guerre du Vietnam. Mais cette fois, l'échelle est sans commune mesure. Des voix s'élèvent pour demander une sortie immédiate du conflit ukrainien, d'autres pour exiger une guerre totale contre Moscou. La société américaine se fracture dangereusement.
Allait-il rouvrir comme si de rien n'était? 24 heures après le casse du siècle, le Louvre avait annoncé que les visites pourraient reprendre dès aujourd'hui. Et vous le voyez, ceux qui ont fait la queue des 9 heures ont été déçus. Dans la plus grande confusion, les portes du musée sont restées fermées. Écoutez les toutes premières réactions. J'espère que ça va ouvrir bientôt. C'est embêtant de devoir attendre. Je suis venue du Canada pour le visiter. Je suis déçue. J'avais pourtant vérifié sur le site internet ce matin, pensant y trouver des infos. Mais non. Je viens de Colombie. C'était un long voyage pour visiter ce musée. C'est ainsi, malheureusement. Il a donc suffi de 400 secondes à peine pour qu'un commando dérobe 8 bijoux qui étaient aussi des morceaux d'histoire de France. Depuis, officiellement, aucune trace, ni des scooters sur lesquels ils se sont enfuis, ni du butin, toujours introuvable. Et pourtant, les moyens déployés sont considérables. Lise Cloy, Elsa Salit et Ahmed Rassoli. Le cambriolage était peut-être express, mais loin d'être parfait. Car dans leur fuite, les cambrioleurs ont semé une myriade d'indices, des trésors pour les enquêteurs. 2 disqueuses au pied du Louvre, à quelques mètres un gant retrouvé, leur appartenait-il? Un chalumeau, une couverture, un talkie-walkie, autant d'éléments qui ont peut-être gardé de l'ADN. De l'essence, aussi retrouvée, devait-elle servir à brûler le monte-charge utilisé pour atteindre le balcon? Le véhicule abandonné sur place est déjà passé au peigne fin par les enquêteurs. Sa plaque d'immatriculation pourrait permettre de remonter aux malfrats. Les forces de l'ordre tentent d'établir leur profil et déjà un détail les interpelle. Quand vous voyez le calme et la simplicité avec laquelle s'est fait ce cambriolage, on peut être amené à penser quand même que c'est des professionnels et donc il n'y a pas non plus beaucoup de personnes qui sont capables de faire ce type de fait. Recueil de témoignages, téléphonie, réseaux sociaux, une panoplie de ressources va permettre à la police d'affiner sa traque. Il y a un réseau très dense de caméras sur la ville de Paris, notamment autour du musée du Louvre, vous l'imaginez bien. Donc tout le périmètre est filmé. Mais il y a des caméras tout autour du Louvre. Utilisées pour suivre notamment le trajet de fuite des malfrats. L'un de leurs gilets jaunes a été retrouvé sur le pont de Sully. Pour l'heure, aucune trace de leur scooter. Les enquêteurs les ont-ils perdus de vue ou attendent-ils le moment propice pour les arrêter? Cette enquête est une priorité nationale. Une 60aine d'enquêteurs est mobilisée spécifiquement sur ce dossier. La police a aussi fait appel à une aide internationale. Europol lui-même va diffuser sur le plan européen donc les informations sur ce vol qui pourrait à un moment donné alerter d'autres collègues en Europe qui on peut imaginer d'autres faits un peu similaires avec des mêmes modes opératoires. Face à un vol d'une telle efficacité, aucune piste n'est laissée de côté, pas même celle d'une complicité à l'intérieur du musée. Précisément, comment un musée dans lequel sont exposées en permanence 35 000 œuvres d'art peut-il être aussi mal protégé? La question semble brutale, mais la facilité avec laquelle 4 hommes se sont emparés des joyaux de la couronne de France est déconcertante. Un rapport de la Cour des comptes qui sera publié dans quelques semaines pointe du doigt des failles de sécurité à l'intérieur du Louvre. Charline Nurel, Annie Bazar et Benjamin Ray. Les touristes font demi-tour ce matin. Le musée du Louvre reste finalement fermé au lendemain du cambriolage. C'est par rapport au nombre de personnels qui ne sont pas présentés, donc il n'y avait pas l'effectif adéquat pour l'ouverture de la journée. Une réunion sur la sécurité du musée est convoquée en urgence. Comment 8 joyaux de l'histoire française ont pu disparaître en seulement 7 minutes? À 9h30.